On a l'impression, dès qu'on aborde ce continent, que l'humanité est religieuse de très loin. Il y a une humanité primordialement religieuse, en quelque sorte, mais une religion qui n'a rien à voir avec celles qui nous sont familières. L'inégalité n'est pas née parce qu'on a clos un champ, elle est née parce qu'est apparu quelqu'un qui parlait au nom des dieux. À mes yeux, c'est peut-être notre plus grand problème social. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune envie de devenir des individus ou qui n'en ont pas les moyens. Parce que c'est très exigeant. C'est devenu une injonction. Sois un individu. Mais moi, j'ai rien demandé. Nous vivons dans la dépendance comme jamais de notre société, tout en étant tous, à des degrés explicites divers, mais tout le monde l'est, des anarchistes complets. Ce monde de gens libres, comme ils n'ont jamais été, est un monde de prisonniers, de gens qui vivent leur liberté comme quelque chose qui les ferme, quelque chose qui ne débouche sur rien. C'est très dur à vivre, effectivement. Marcel Gaucher, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors c'est difficile de vous présenter tant vous avez marqué un grand nombre de domaines. Vous êtes historien, sociologue, philosophe, mais vous maniez aussi l'anthropologie, l'économie, la psychologie. On vous connaît surtout pour avoir écrit Le désenchantement du monde et l'avènement de la démocratie, mais vous venez tout juste de faire paraître aux éditions Gallimard Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale. Alors on va essayer, pendant cet entretien, de résumer vos travaux et pour ça, on va explorer la manière dont la religion et la politique se sont affrontées tout au long de l'histoire pour nous conduire à l'état actuel de nos démocraties en crise, incapables de créer des liens collectifs face au règne de l'individualisme et de l'autonomie. Et pour bien comprendre ça, il faut revenir à l'origine de notre histoire, puisque quand on parle de religion, on pense évidemment tout de suite aux trois grands cultes monothéistes, mais avant le christianisme, le judaïsme et l'islam, il y avait une autre forme de religion, une religion première. Comment est-ce qu'elle se manifeste et quel a été son rôle social? Alors, en effet, nous sommes normalement prisonniers d'une histoire qui, à l'échelle de l'histoire globale de l'humanité, pour autant qu'on puisse la reconstituer, est très courte. Hein. C'est quelques siècles avant Jésus-Christ pour le judaïsme, le christianisme qui correspond à notre ère, et encore a-t-il mis beaucoup de temps à s'installer, et l'islam, qui est une religion du 7e, 8e siècle, donc encore beaucoup plus tardive. Tout ça nous paraît loin, c'est normal, mais en fait, globalement, ça relève d'une histoire très récente. Et d'ailleurs, à l'échelle du monde, en dehors de cette zone qui nous est familière culturellement, euh, il y a bien d'autres religions qui sont même majoritaires à l'échelle du globe, d'autres traditions religieuses. Et derrière encore toutes ces traditions religieuses, il y a un passé profond, peu accessible, qui nous est devenu lisible un petit peu grâce aux études anthropologiques et qui nous montre un univers religieux extrêmement différent. Le cadre intellectuel qui nous est familier, c'est en gros 5000 ans d'histoire. Alors évidemment, je dis c'est beaucoup, mais c'est très peu à l'échelle de ce qu'il y a avant, sur lequel nous avons quelques lumières. J'ai proposé une interprétation de ce qu'étaient ces religions premières, dont le fait frappant est, au-delà de toute la diversité culturelle énorme sous laquelle nous l'appréhendons, la profonde unité de fonctionnement. Ce sont des religions de l'origine, on pourrait dire, des religions de la fondation, dans des sociétés qui ne comportent pas d'État, qui ne comportent pas de pouvoir séparé. Le principe est que le monde humain et le monde naturel tel que nous le voyons ont été mis en place à un moment antérieur, radicalement antérieur, le monde des ancêtres, le monde des esprits d'origine, et que les sociétés humaines n'ont qu'à reconduire
les modèles qui se sont fixés à l'origine. En réalité, évidemment, ce ne sont pas des sociétés immobiles, contrairement à ce qu'elles se racontent, mais ce sont des sociétés qui vivent en fonction de la fidélité à un passé ancestral, qui fait que, du point de vue des conséquences sociologiques, ce sont des religions qui sont, si je puis dire, anti-étatiques, anti-séparation. Il n'y a personne dans ces sociétés ou qui puisse parler au nom de la source religieuse de l'organisation collective, ce qui est le schéma qui nous est devenu familier au travers de l'émergence des États. Hein, il y a pour nous, société, ça veut dire il y a des gens qui commandent au nom des dieux ou des ancêtres et des gens qui obéissent en fonction de ces mêmes croyances partagées. Mais visiblement, pour autant qu'on sache, dans ces sociétés très anciennes, il n'y a pas de séparation, car tout le monde obéit. Il y a une égalité politique par l'obéissance, pas par des principes politiques comme ceux qui nous sont familiers. Tout le monde est semblablement subordonné. Et il peut y avoir il y a des leaders, des chefs, on ne sait pas bien les nommer d'ailleurs, mais ils sont là pour dire les gars, on obéit au modèle de nos ancêtres. Ils ne sont pas là pour dire on commande. Alors il y a des commandements qui peuvent être relatifs pour l'agriculture, les débuts de l'agriculture, parce que ce qu'on connaît, c'est essentiellement des sociétés néolithiques qui connaissent l'agriculture, mais ils commandent la récolte, le rythme des saisons, mais c'est tout. Il y a des commandements pour la guerre, parce que c'est des sociétés très guerrières souvent, mais là aussi, c'est la guerre. Mais le reste échappe totalement. Le même guerrier, grand guerrier, qui apparaît comme le leader des expéditions qu'on mène contre ses voisins, et néanmoins ennemi, il ne commande pas dans la société. Une fois qu'il est rentré chez lui, si j'ose dire, il est sur le même plan que les autres. C'est des sociétés donc, qui ont beaucoup frappé d'ailleurs les premiers explorateurs européens qui les ont rencontrés au XVIe siècle, et qui disaient des sociétés sans foi, sans roi ni loi. mais c'est faux. Il n'y avait pas de roi, effectivement. Il n'y avait pas de foi au sens où ce ne sont pas des religions qui imposent un dogme, ce sont des religions du rite, de la fidélité rituelle à l'origine. On réitère le geste fondateur dans un mouvement où la vie collective est complètement ritualisée. Et ça n'implique pas des croyances, au sens, oui, il y a des mythes, il y a des récits d'origine, mais il n'y a pas une foi, c'est-à-dire un engagement personnel. Il y a un langage partagé par tous les membres de ces communautés, sans la nécessité d'un dogme, en quelque sorte, qui s'imposerait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un des historiens nos grands historiens, Paul Venn, qui a posé une question une fois, les Grecs croyaient-ils à leurs mythes? Mais c'est une question absurde, parce que justement, quand il y a des mythes, il n'y a pas besoin d'y croire. C'est une conviction partagée, c'est pas quelque chose qui s'impose par un catéchisme quelconque. Mais néanmoins, ce qui est très frappant dans ces sociétés où il n'y a pas d'imposition d'une foi, justement, parce que la foi, elle est toujours imposée, il y a une conviction partagée, et très étonnamment, et qui se diffuse dans la société avec un enracinement qui a aussi frappé beaucoup par exemple, les missionnaires jésuites qui essayaient d'aller convaincre ces malheureux des beautés de la religion chrétienne et qui butaient sur une fidélité à des récits mythiques qui leur paraissaient absurdes, et qui ne comprenaient pas les raisons de cet enracinement. Donc, on a l'impression, dès qu'on aborde ce continent, que l'humanité est religieuse de très loin, pour autant qu'on sache, puisque c'est quand même, on a de minces indices, mais à partir de ces minces indices, on peut reconstituer un univers, et on voit, il y a d'autres témoignages maintenant que livrent l'archéologie, etc., on voit qu'il y a une humanité primordialement religieuse, en quelque sorte, mais une religion qui n'a rien à voir
avec celles qui nous sont familières. Et pourquoi on a eu besoin dès l'origine de se déposséder par la religion? Est-ce que c'est plus naturel pour les humains de s'organiser par la croyance que par la politique? Voilà, ça c'est la question. Ce qui est certain, c'est que cette manière de fonctionner religieusement règle le problème de l'existence de la société. Qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est une communauté qui se définit par sa permanence à travers le temps. Il y a une continuité culturelle qui est garantie, ce qui fait la différence avec les sociétés animales qui sont, on ne sait pas très bien comment, créées par une sorte de grégarité spontanée des individus. Non, les sociétés humaines sont intellectuelles, si je puis dire. Elles font société, c'est-à-dire permanence dans le temps, au travers de convictions partagées et d'une manière de s'organiser dans le temps. À partir du moment où vous avez posé que tout ce qui est important, tout ce qui est l'ordre du monde, de la nature et de la vie collective, a été fixé une fois pour toutes, peu importe que les gens naissent et meurent, ne cessent de se renouveler, la continuité de la société est assurée. Et on a le sentiment, improuvable évidemment, que finalement, pour l'humanité, dans sa plus longue durée, le bien suprême, c'est l'existence de la collectivité. C'est ça qui est l'objectif profond de ces sociétés, c'est qu'elles posent une valeur. Au-delà des existences individuelles, nous ne valons quelque chose que par notre capacité à faire société. Et d'ailleurs, cette religion première, elle va venir consacrer le principe de l'hétéronomie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça signifie et les implications que ça a? Alors, hétéronomie, c'est très simple, étymologiquement, hein, la loi de l'autre. L'autre en question étant cette origine sacrée, les ancêtres fondateurs et le temps mythique d'avant le temps humain social dans lequel nous évoluons, qui commande tout ce qui régit notre existence. Donc, c'est une obéissance à une loi extérieure et supérieure. C'est pas simplement que c'est pas un décret auquel il faudrait se soumettre. Non, c'est une domination d'un moment en fonction duquel tout ce que nous vivons a été prédéfini, en quelque sorte. Évidemment, la conséquence, c'est cette subordination égalitaire, hein, je pense que c'est vraiment un élément clé, à une même règle qui vaut pour tous. Et que la vie collective essaye d'imposer. On familiarise les enfants, par exemple, hein, on les socialise autour de ça. Et évidemment il faut régler des conflits, il faut maintenir le bon ordre. Il y a des procédures pour ça, il y a toute une organisation collective qui préside à cette continuité. Mais c'est ça la règle fondamentale, c'est l'obéissance à une règle qui est au-delà des humains. Et combien de temps ça représente dans l'histoire humaine, cette période de l'hétéronomie? Impossible à dire, parce que ça s'interrompt quelque part entre moins 5000 et moins 10 000. Là, il y a la zone compliquée à déchiffrer. C'est des dizaines de millénaires. Combien? Personne ne saurait le dire. Alors, il y a des spéculations qui tiennent, par exemple, à ce que l'archéologie nous révèle sur l'enterrement des morts. Le traitement des morts, c'est très important, parce que les morts deviennent des ancêtres. Ils vont rejoindre, avec toutes sortes d'interprétations différentes selon les cultures, le monde primordial. Ils rejoignent le monde d'avant, invisible, mais qui nous commande. Alors, ces sépultures, c'est très difficile à établir, mais ça paraît très ancien. Donc, autrement dit, nous sommes sous l'Empire. La religion paraît se confondre avec la naissance des sociétés humaines telles que nous les connaissons, sur donc au moins 100 000 ans, d'après tout ce que nous pouvons savoir archéologiquement et paléontologiquement. Mais là, on est on travaille avec des très minuscules indices.
mais ils sont tous convergents. C'est ça qui est très frappant. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Vous montrez que l'histoire a été traversée par des grandes fractures, dont 3 principales, la naissance de l'État, l'âge axial et l'arrivée du christianisme. Commençons peut-être déjà par l'État. Comment il s'est frayé un chemin dans notre histoire et qu'est-ce que fondamentalement ça a changé? Précisément, c'est la fin de ces religions primitives, avec l'apparition d'une division dans la société créée par la religion, puisque au nom de la religion, il y en a qui commandent et il y en a d'autres qui obéissent. Il y a des grands et des petits. C'est la naissance de l'inégalité. C'est pas, vous savez, ce célèbre propos de Rousseau, le premier qui a enclos un champ. Non, non. L'inégalité n'est pas née parce qu'on a clos un champ, elle est née parce qu'est apparu quelqu'un qui parlait au nom des dieux, au nom de cet autre invisible qui est supposé avoir réglé les modalités de l'existence collective. La naissance de l'inégalité est politique et pas économique. Parce que ça, c'est notre manière de penser moderne et très récente, en fait. Le vrai fondateur, c'est Rousseau, effectivement, de cette manière de penser. Et ça veut dire une réorganisation de la collectivité complète, avec un aspect économique très important. Ceux qui obéissent sont aussi ceux qui travaillent pour dégager le surplus qui permet à une couche dominante, une couche dirigeante, de s'exonérer du travail. C'est pas rien. Hein, c'est la naissance de l'impôt, par exemple, sous la forme du tribut. Et c'est la mise en ordre de la société sur un mode hiérarchique. C'est-à-dire, ce qui va faire lien entre les personnes, c'est leur inégalité, la chose du monde qui nous est la plus incompréhensible. Ils sont tenus ensemble parce qu'il y a des grands et des petits. Les petits doivent aux grands, les grands doivent aux petits. Il y a toute une réciprocité qui n'empêche pas la différence de nature entre les personnes, ce qui va se prolonger jusqu'à nous, jusque tout près de nous, avec le principe aristocratique. Il y a des gens qui, par nature, appartiennent à une lignée qui est d'une supérieure, par essence, aux manants, aux vulgaires, au bas peuple, qui n'est rien en regard de ces grands. C'est une chose qui d'ailleurs est pour nous très difficile à penser, parce que c'est une expérience que j'ai faite souvent avec des étudiants, en essayant de leur faire comprendre ce que c'était que l'inégalité. Alors l'inégalité, spontanément, pour nous, c'est des gens très riches. Mais non, on peut être un très modeste propriétaire de pas grand-chose et être vu par les gens qui sont sous ses ordres comme supérieur en nature. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est l'idée qu'il y ait des humains d'une nature différente, parce que nous sommes devenus des égaux, en ce sens-là très profond. Même s'il y a des différences de statut, de richesse et de fonction, évidemment, dans notre monde. La deuxième fracture que vous avez beaucoup étudiée, c'est celle de l'âge axial, qui s'étend de moins 200 à moins 800 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que cet âge axial? Alors, c'est le tournant déterminant pour une raison, pour nous, c'est que c'est le moment où nous arrivons à comprendre spontanément ce que disent les gens de cette époque. Avant, on a énormément de peine à comprendre un mode de pensée qui nous est complètement extérieur et qu'il faut faire de très grands efforts pour entrer dans ces univers de pensée. Quand vous lisez des mythes, vous prenez par exemple la grande série des mythologiques de Lévi-Strauss et vous voyez ces mythes où la lune s'accouple avec le soleil. On ne comprend pas. Ça, on se demande, c'est des blagues, enfin, je veux dire, on ne peut pas comprendre ce genre de pensée. Et bien tout d'un coup, avec l'âge axial, on se met à comprendre. Il va y avoir des philosophes en Grèce, il va y avoir des prophètes juifs, il va y avoir des prêtres zoroastriens, il va y avoir en Chine
va y avoir le Bouddha en Inde, il va y avoir en Chine des métaphysiciens, pourrait-on dire. C'est très compliqué, la pensée chinoise, de la situer, mais c'est des choses dans lesquelles, spontanément, nous nous reconnaissons. Au fond, le critère de l'âge axial, c'est ça, c'est le moment où la pensée religieuse humaine nous devient compréhensible. Et c'est vrai que c'est le moment où se fait le cadre intellectuel à l'intérieur duquel nous vivons. Ce n'est pas une petite affaire tout de même. Hein, alors avec, justement, pendant très longtemps, on s'est, je crois, beaucoup égaré en opposant, parce que ce qui nous est familier, les Grecs, la raison, les Juifs, la foi. Non, les Grecs sont aussi dans la religion et les Juifs sont à leur façon très philosophes. Le monothéisme, c'est une idée très philosophique à l'échelle de la comparaison. Et la question, c'est comment c'est né? C'est pas tombé du ciel par hasard, avec ce phénomène saisissant qui est qu'à des distances immenses, culturellement et géographiquement, des phénomènes du même ordre se passent dans toutes les sociétés, disons, du bloc eurasiatique. Et peut-être, c'est ce qu'on est en train d'essayer aujourd'hui de déchiffrer, c'est très difficile parce qu'il y a un problème de documentation, peut-être en Amérique, avec les empires aztèques, incas, qui sont contemporains pratiquement de cette émergence. Et là, bon, j'ai proposé une interprétation de cette transformation sous l'effet justement de l'action de l'État. Ces premiers États, c'est-à-dire des appareils de domination institutionnalisés, ils obéissent tous à une loi qui est l'expansion impériale. Quand l'État naît, c'est des machines de guerre, en général. La force est aussi présente avec la légitimité religieuse, ça va assez bien ensemble. Ils obéissent à une logique d'expansion. C'est l'émergence des empires, ou des tentatives d'empire, parce qu'il y a des endroits où l'empire n'arrive pas à s'installer, y compris pour des raisons très empiriques, d'espace, de moyens, de densité démographique. Pour qu'il y ait un empire, il faut des conditions minimales. Si vous voulez, il ne suffit pas d'avoir un mégalomane qui veut conquérir la terre entière, comme il l'exprime en général dans leur discours, il faut qu'il y ait les possibilités concrètes de le faire. Mais les tentatives sont aussi significatives à mes yeux que les réussites. Qui les réussites, ça va donner les grandes civilisations. La notion classique que nous continuons d'utiliser et qui en fait désigne cette impérialisation de l'espace humain. Cette impérialisation transforme le cadre intellectuel à l'intérieur duquel évoluent ces empires. Et je pense que c'est là que se situe, alors on peut entrer dans le détail qui est assez compliqué évidemment, mais on voit ces machines immenses, parfois, qui créent pour les gens qui sont dedans l'obligation de penser autrement le monde de l'au-delà. Le cas exemplaire, c'est un prince en plus, c'est le bouddhisme, qui par rapport à cet univers hiérarchique crée le Bouddha est un prince en rupture de ban, mais qui exploite les ressources intellectuelles qui sont créées par le fonctionnement même de cette dynamique impériale. Là, en l'occurrence, sous la forme d'un message qui est de sortir du monde visible tel que nous le connaissons pour atteindre l'absolu qui est au-delà de notre expérience immédiate, moyennant une stratégie d'ascèse particulière. Mais vous retrouvez ces choses ailleurs. Il y a toute une série de possibilités intellectuelles qui sont créées par l'interaction entre la domination politique telle qu'elle s'exerce et le cadre intellectuel au nom duquel elle s'exerce. Et c'est ça qui fait naître, je crois, un nouvel espace de pensée qui va devenir le nôtre. C'est à partir de là que nous entrons dans la culture qui nous est relativement familière. Vous accordez une grande place au christianisme aussi, que vous qualifiez de religion, de sortie de la religion. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, parce que quand on pense au christianisme, on a l'impression que c'était l'apogée justement du monde religieux. Alors pourquoi vous dites ça ?
Parce que c'est ce qui s'est passé. Le 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 fait est, objectif, est apparu à l'intérieur de la civilisation chrétienne occidentale, parce qu'il y a une civilisation chrétienne orientale, Byzance, l'orthodoxie, qui n'a absolument pas connu le même phénomène, hein, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Le fait est, dans l'ère chrétienne, est apparu quelque chose de complètement différent de tout ce qui a précédé, c'est la possibilité de comprendre la société, les rapports humains, l'ordre politique, hors de la religion. Ce qui ne veut pas dire que les gens cessent d'être religieux, mais ils pensent que la politique, l'organisation de la société, le statut des humains, n'a rien à voir avec la religion. C'est autre chose. La religion, c'est ailleurs. C'est d'un autre ordre. Et ça ne s'est produit que dans le christianisme, dans l'ère occidentale chrétienne. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je crois que la clé se situe dans le dogme chrétien le plus original qui soit, qui est celui de l'incarnation. Un Dieu qui se fait homme sans que c'est pas un Dieu qui descend sur terre pour dire ce qu'il faut faire et penser. C'est un Dieu qui nous est inconnu, même si on sait qu'il est beaucoup plus grand que nous et qu'on lui doit tout, qui envoie son Fils, qui reste un Dieu comme lui, tout en devenant un homme comme nous, puis d'ailleurs il ne choisit pas un grand. Le plus important dans la figure du Christ, c'est que ça soit un humble, c'est un charpentier. Vous dites que c'est un messie inversé d'ailleurs. Oui, absolument. On aurait pu... Bon, le pharaon égyptien, c'est Dieu incarné, il est vivant parmi nous. Bon, donc là, il n'y a pas de sortie de la religion envisageable. Mais là, vous avez un Dieu qui devient un homme ordinaire et qui, de là, envoie le message au nom de son Père. À partir de quoi va se fonder une Église? La nouveauté, c'est la possibilité de comprendre, à partir du Fils, la volonté d'un Dieu qui nous est inconnu. Et si Dieu est obligé d'envoyer son Fils pour nous parler, c'est que nous sommes dans un monde qui est le nôtre, qui est à part, qui est distinct du monde divin. Les deux mondes, l'ici-bas et l'au-delà, ne se mêlent pas. C'est ça que représente en fait l'incarnation. S'il faut que le Dieu s'incarne sous forme de son Fils, ça veut dire que le monde à l'intérieur duquel nous évoluons est un monde séparé de Dieu, qui communique, mais qui communique en respectant l'indépendance du monde d'ici-bas à l'intérieur duquel nous évoluons. Et c'est ça qui a été le moteur, pas du premier coup, parce qu'en gros, il y a 2 millénaires d'ère chrétienne. Le premier millénaire, il ne se passe rien de ce point de vue. Ça commence dans le 2e millénaire. On a 1000 ans de cette histoire derrière nous, qu'on peut appeler 1000 ans de sortie de la religion, au sens non pas de sortie de la croyance religieuse, mais sortie du fait que la religion organise la vie collective. Puis on a aussi consacré l'idée de la foi, qui est une sorte de révolution ontologique presque. Oui, absolument, puisque la foi, ça veut dire tout dépend de ce que intérieurement, intimement, chaque individu noue comme rapport avec Dieu. Justement, on sort de cet univers de la croyance partagée qui n'a pas besoin qu'on y adhère, l'important c'est de faire. Eh bien, avec le christianisme, l'important c'est non pas de faire, mais de croire. La foi seule, c'est la maxime protestante, qui, à partir du XVIe siècle, va changer complètement la figure de l'expérience religieuse. C'est pas respecter les rites, ce que dans le protestantisme on va appeler les œuvres. Non, c'est pas de faire semblant, si je puis dire, d'obéir au conformisme collectif. On peut le faire, mais c'est pas important. La vraie religion, elle est dans la conviction intérieure des personnes. Et donc, évidemment, c'est un changement complet du statut de la religion qui va permettre, moyennant là aussi toute une série d'autres transformations, l'émergence de l'individu, de quelqu'un donc
un individu qui supposé être capable de se donner sa propre règle et qui jouit de la liberté de conscience, de la liberté de croire. Ce qui n'existait pas, c'est pas qu'on interdisait aux gens hein, de penser ce qu'ils voulaient. On leur interdisait pas, mais c'était la manière d'être sociale faisait que ça n'avait aucun sens. L'important, c'était l'organisation rituelle, cérémonielle, à l'intérieur duquel tout le monde s'inscrivait. Et pour nous, ce qui est important, c'est ce que les gens pensent individuellement, et c'est le fondement de la liberté, parce que c'est la valeur suprême, c'est cette autonomie des consciences. On a l'impression que plus notre monde s'institutionnalise, plus la religion recule. Est-ce que l'Église aussi, qui est quand même une institution, a contribué, malgré elle, à un recul de la religion? L'Église a contribué à creuser l'écart entre les fidèles et la source du message. Il y a une Église, c'est une des grandes originalités du christianisme. Il y a bien ailleurs, évidemment, dans les autres traditions religieuses, des prêtres, des clergés, des spécialistes des affaires divines. Mais le christianisme crée une institution par laquelle il faut passer pour avoir le contact avec Dieu. C'est ce qui fait qu'on peut appeler vraiment le christianisme une religion de l'interprétation. Il faut des spécialistes pour comprendre ce que veut vraiment Dieu, ce que veulent dire, par exemple, les textes sur lesquels s'appuie l'autorité du message chrétien. De cette façon, l'institution désigne un au-delà d'elle-même. Hein, nous parlons de quelque chose qui est mystérieux. C'est la notion, d'une certaine façon, la notion essentielle du christianisme, c'est le mystère. Et le mystère, par définition, appelle des interprètes, des lecteurs. Mais en désignant ce mystère, elle fait apparaître pour les fidèles la possibilité, eux, d'entretenir leur interprétation du mystère et de contester l'interprétation qu'en donne l'Église, parce qu'après tout, même si elle est une institution divinement établie, elle est humaine et faillible. Et donc, là où il va y avoir interprétation, il va y avoir des contestations sur l'interprétation. C'est aussi là que naît ce concept bien chrétien, en fait, d'hérésie, c'est-à-dire des interprétations dissidentes du message que l'Église est supposée avoir trahi. Et donc, d'une certaine façon, l'Église travaille malgré elle, évidemment, parce qu'elle cherche à renforcer sans cesse son autorité, elle renforce la possibilité de se donner sa propre lecture du fond des choses et du vrai message du Christ en particulier. C'est pour ça qu'on va avoir la Révolution protestante. Ben oui, qui est la manifestation de cette possibilité compliquée, puisque en même temps, le protestantisme va se donner lui-même un appareil institutionnel et une église qui rétablit un schéma d'autorité, en fait, mais qui permet un schéma d'autorité qui inclut le principe de sa propre contestation, ce qui fait qu'on entre dans une histoire très agitée à partir de ce moment-là. Est-ce que tout ce processus que vous venez de décrire, c'est ce que vous appelez le désenchantement du monde? Ben oui, c'est très exactement le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde, c'est le désemboîtement de l'ordre d'ici-bas et de l'au-delà, ou du monde visible et du monde invisible. On ne le conteste pas. On ne conteste pas qu'il y a un monde de l'au-delà ou un monde de l'invisible. Mais le monde d'ici-bas est indépendant. Il a sa propre loi interne. C'est ce que va manifester la science moderne. La science moderne, elle interprète les lois de la nature. Alors, les lois de la nature ont été établies par Dieu. Hein, toutes les grandes métaphysiques classiques le répètent à l'envi. Mais on peut les comprendre de manière indépendante. Et le monde à l'intérieur duquel nous vivons a son autonomie par rapport au monde divin ou par rapport au monde invisible. C'est ça le désenchantement. Il n'y a pas, l'invisible n'est pas présent dans le visible. Les deux ordres
se dissocient. Alors ça prend toutes sortes d'aspects. Par exemple, c'est d'ailleurs l'expression d'origine du désenchantement, c'est la disparition des forces occultes, des forces magiques qui étaient exploitées par la sorcellerie, qui était quelque chose de... On peut comprendre les phénomènes naturels indépendamment de toute intervention de forces surnaturelles. Ça, pour nous, ça va de soi, mais ça a été une révolution, c'est la révolution intellectuelle moderne. Le monde humain, qui plus est, à partir du moment où il est délivré en quelque sorte de cette pénétration par le monde divin, est un monde susceptible d'être transformé par les humains. Et ça c'est ce qu'on va appeler l'histoire. Nous faisons notre histoire. Donc, il n'y a pas d'origine divine du monde tel qu'il est, il a été fait par les hommes, et il est améliorable par les hommes, il est perfectible, il est susceptible d'être organisé. Après, bon, depuis deux siècles, en fait, nous nous battons sur la bonne manière de l'organiser, indépendamment de ce que veut Dieu. Et là, les chrétiens, ou les gens de religion en général, dans notre civilisation, sont absolument incapables de penser que ce qui se passe, par exemple quand il s'agit de faire un choix électoral, dépend de la volonté divine. Ça, c'est nous. Ça ne les empêche pas de croire en Dieu et d'avoir une foi éventuellement très intense, mais qui n'est totalement indépendante de la manière dont ils opèrent dans ce monde. C'est vrai que de loin, quand on veut analyser le déclin de la religion, spontanément, on aurait tendance à se dire que c'est peut-être aussi à cause des sciences qui ont permis de donner des explications concrètes, rationnelles au monde. Est-ce que c'est aussi une explication pour vous ou ça reste à la marge? Non, ça fait partie du phénomène. Mais ça ne suffit pas, parce pourquoi les sciences sont devenues possibles? Il faut remonter toujours un cran en arrière, parce que tout d'un coup, alors, nous aurions eu une longue période d'imbécilité humaine, hein, où on croyait des choses stupides. Et puis tout d'un coup, quelques illuminés nous amènent, Kepler, Galilée, Newton, un autre cadre de pensée. Donc, ils sont nés de cette matrice eux-mêmes. Et d'ailleurs, au départ, ce qui est très frappant, c'est des gens très religieux. Donc, mais ils repensent, y compris leur religion, en fonction de cette indépendance, de cette nouvelle organisation des rapports entre le monde divin et le monde humain. C'est ça qui a permis la science moderne, parce qu'il faut l'expliquer, la naissance de la science moderne. C'est pas un miracle, comme on le disait beaucoup, une notion d'ailleurs religieuse, qui est assez remarquable. Il n'y a pas de miracle, il y a des faits qu'on peut comprendre. Alors petit à petit, à force de rupture, la politique va devancer la religion et on va arriver petit à petit à notre société contemporaine qui est marquée par l'autonomie, donc en opposition à l'hétéronomie dont on parlait avant. C'est quoi l'autonomie et c'est quoi ses implications? Alors, c'est là où on arrive dans quelque chose qui spontanément est difficile à comprendre pour nous et qui demande un effort. Il faut penser contre notre manière spontanée de penser. Parce que le résultat de cette histoire, c'est que nous avons un nouveau concept de religion par rapport à nos devanciers. Pour nous, aujourd'hui, la religion, c'est individuel. C'est la croyance personnelle. C'est des opinions religieuses, des convictions privées, qui peuvent être soit reliées à une église, à une confession quelconque, soit être purement personnelles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la religion devient de plus en plus personnelle. C'est un fait bien décrit. Il y a des spiritualités, comme on dit, qui sont très individuelles, parce que ce n'est pas un dogme qui serait partagé, non, avec une autorité pour le garantir. C'est des manières de penser individuelles. Mais c'est le contraire de ce qu'a été la religion depuis toujours. C'est là où on voit ce que c'est que la sortie de la religion. Et la sortie de la religion a un grave inconvénient sur le plan intellectuel, c'est qu'elle nous empêche de comprendre spontanément ce qu'était la religion avant. Une fois qu'on est sorti de la religion, on ne comprend plus ce qu'était la religion. Et la religion, c'était d'abord une manière d'organiser la société. Au premier chef, c'était une manière de comprendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui commande parmi les humains au nom de quelque chose de plus haut que les humains. Et c'est pour ça qu'on lui obéissait. Nous avons renversé la chose. Le pouvoir, c'est ce qui nous représente.
C'est l'inverse. C'est nous qui le faisons. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, l'objection des conservateurs, des réactionnaires, tout ce qu'on voudra, de l'époque, c'était pour dire, mais un pouvoir qu'on fabrique nous, on ne va pas lui obéir. Et pourtant, on y arrive, tant bien que mal. C'est vrai que ça pose quelques problèmes. D'ailleurs, dans votre analyse de l'histoire, la démocratie arrive presque inéluctablement au bout de ce processus. D'ailleurs, avant d'être un mode d'organisation politique, c'est presque un phénomène anthropologique. Oui. Pourquoi la fin de la religion devrait nécessairement aboutir à la démocratie ? Démocratie ne désigne pas seulement dans ce cadre-là à le régime politique, mais une manière de comprendre la condition humaine, de comprendre ce que veut dire une société, et qui devient très problématique, puisque pour nous, une société, c'est fait d'individus. Ben non, justement, avant, l'idée de société, c'était qu'il y avait une unité du corps politique, quelque chose qui nous tenait ensemble, qui était précisément d'un principe qui dépendait d'un principe surnaturel, et à l'intérieur de quoi il fallait se loger. Eh bien pour nous, non. Une société, c'est fait d'individus, ce pourquoi on a... Et les liens entre les humains, qui sont des égaux, et non plus des inégaux en nature, il n'y a plus de hiérarchie, en ce sens fort du mot, c'est-à-dire des gens de gradation, de qualité, comme on disait, un homme de qualité, quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne. Mais non, pour nous, il n'y a que des égaux, et des égaux libres, qui font une société, ce qu'on appelle le contrat social, évidemment, qui pose quelques questions. Mais nous n'avons plus aucune autre manière de penser la condition collective. La démocratie, c'est tout simplement le nom, au-delà du régime politique, de cette façon de penser la condition humaine. C'est d'abord un cadre de pensée, la démocratie. Après, il faut bien établir des procédures politiques, il faut établir des procédures juridiques. Dans un monde d'égaux, le seul lien acceptable est fondé sur le consentement mutuel, l'avantage qu'on trouve dans un contrat explicite, un contrat de mariage. Même quand il n'y a pas de contrat formel, le mariage se comprend pour nous comme un contrat, mais il n'a jamais été ça à travers l'histoire humaine. C'était évidemment pas un contrat, c'était une contrainte collective, représentée en général par les familles, qui présidaient à la continuité de la collectivité, parce que le mariage était fait pour procréer. Pour nous, non, pas forcément. C'est un lien entre des êtres qui définissent eux-mêmes l'horizon qu'ils veulent adopter. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte du changement que ça représente dans l'horizon existentiel des personnes. Se marier, ça voulait dire se mettre au service de la société pour la reproduire au travers de sa descendance. Personne dans le monde où nous vivons ne peut penser comme ça, y compris les gens les plus conservateurs, les gens qui croient être attachés à la tradition. Mais en fait, ils sont dedans, malgré eux. Et évidemment, à partir de là, au fond, la démocratie, c'est le système politique qui va permettre de régler, ou de discuter en tout cas, des problèmes qui naissent de cette nouvelle manière de comprendre la condition humaine. Parce que là aussi, au régime de l'obéissance et de la subordination se substitue un système de la discussion. Puisqu'on est entre libres et égaux, il faut s'arranger. Donc nous palabrons toute la journée, d'une certaine manière. Mais c'est ça, la démocratie. Ça prend la forme de régimes bien particuliers et d'institutions. Mais c'est d'abord une manière de comprendre la condition humaine qui ne peut se comprendre, à mon sens, que si on mesure ce long chemin qui nous a sortis de la religion. Dans un globe où toutes les sociétés, c'est là la découverte du moment, si j'ose dire, toutes les sociétés ne comprennent pas du tout cette sortie de la religion comme leur destin naturel. Et il y a du conflit dans l'air, du conflit profond, parce que ça, c'est le conflit ultime, d'une certaine manière, des cultures d'aujourd'hui. À partir du moment où on n'est plus intégré dans un ordre hétéronome organisé par la religion, fatalement, on est voué à devenir des individus. Mais est-ce qu'on est vraiment fait pour être des individus ?
Peut-être pas. C'est pourquoi nous subissons. Et d'ailleurs, dans nos sociétés, à mes yeux, c'est peut-être notre plus grand problème social. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune envie de devenir des individus ou qui n'en ont pas les moyens. Parce que c'est très exigeant, évidemment. C'est devenu une injonction aujourd'hui. Sois un individu. Mais moi, j'ai rien demandé. C'est pas... Et pour beaucoup de gens, les liens sociaux du passé représentaient un type de confort parce que ça vous dispensait de vous poser un tas de questions. Vous aviez un destin social, alors tout le monde essayait de négocier naturellement à son avantage les règles collectives, même si le mariage était arrangé par les familles, vous préfériez que votre conjoint corresponde un peu à vos inclinations, évidemment. Il y a toujours eu une liberté humaine d'interprétation des règles. Mais les règles étaient là, et vous n'aviez pas à vous poser de questions. Maintenant, pour nous, tout devient question. Parce que la liberté, ça veut dire qu'il faut à chaque fois choisir, se déterminer, se décider, devant des choses très complexes à décider. Après tout, c'est très commode d'être déterminé, d'une certaine manière, et d'avoir juste à négocier la petite marge de manœuvre qui vous permet de vous arranger du statut qui vous est assigné. Est-ce que vous pensez qu'on est plus malheureux qu'avant? Je pense qu'on est plus tenté de l'être, en tout cas, plus porté à l'être, parce que précisément, nous vivons dans l'incertitude. Nous ne sommes pas tranquilles, nous ne sommes jamais tranquilles, à aucun moment de la journée, si je puis dire. Parce que tout devient une question, y compris la manière de s'adresser. Dans une société, ça a été beaucoup décrit par les anthropologues, il y a de magnifiques descriptions d'ailleurs. Le seul fait de s'adresser à quelqu'un, vous rencontrez, quand vous êtes dans un monde rituel, formel, il y a des règles, il y a un protocole, il y a une manière de s'adresser, c'est écrit déjà dans la langue. Vous comprenez que vous parlez à un supérieur, vous parlez à un inférieur, vous n'allez pas vous comporter de la même façon pour le saluer, simplement. Mais dans notre monde, il n'y a plus de manière préétablie. Oui, il y a des façons de faire. Mais après tout, tout devient un problème. Hein, pourquoi mon chef ne m'a même pas dit bonjour aujourd'hui? Voilà une question qui, pour vous, est-ce qu'il a quelque chose contre moi? Quand vous êtes dans un cadre rituel, ce genre de choses n'existe pas. C'est en effet très, très difficile de vivre dans des sociétés libres. Oui, parce que c'est très insécurisant Oui. de se croire un individu, de croire qu'on n'a pas de détermination, de se croire absolument libre. Et au final, on finit écrasé par nos propres dissonances cognitives, puisqu'on essaye de se réaliser nous-mêmes par finalement les injonctions du marché. Et ça ne peut pas fonctionner, puisqu'on a besoin de ce lien avec une famille, des amis, un passé, une identité collective. C'est l'insécurité. La condition de l'homme démocratique, c'est l'insécurité. Et c'est le problème. Hein, c'est que ça demande un effort intellectuel et moral permanent très important. Pour que la démocratie fonctionne, il faudrait réaliser une sorte de synthèse entre l'individualisme et le collectif. C'est ce que vous essayez d'explorer dans votre dernier livre. Mais est-ce que cette fuite en avant vers toujours plus d'autonomie ne nous condamne pas à voir toute construction collective comme une menace pour nos libertés individuelles? C'est un des problèmes puissants du monde démocratique d'aujourd'hui, en effet. C'est le paradoxe de l'individu démocratique type. C'est que d'un côté, cet individu démocratique n'est un individu que par la société qui lui dit qu'il en est un, et qui le protège, et qui l'instruit, et qui le fait, lui assure ses conditions d'existence. Nous sommes le contraire des Robinson Crusoe. Nous ne construisons pas notre cabane. Nous vivons dans la dépendance, comme jamais, de notre société, tout en étant tous, à des degrés explicites divers, mais tout le monde l'est, des anarchistes complets. Des gens qui veulent vivre pour eux-mêmes, alors qu'ils sont le produit de leur société. Donc, il y a une tension très forte. Et nous sommes très exactement au moment
où on va mettre au programme, si je puis dire, c'est pas conscient, mais c'est réapprendre à vivre. Parce que nous ne sommes, en fait, nous sommes dans un moment intermédiaire. L'héritage du cadre ancien est en train de se défaire à grande vitesse. Hein, on est dans un moment d'aboutissement, d'une certaine manière, de ce processus de sortie complète de ce qui restait d'hétéronomie, qui restait dans les rapports d'autorité, qui restait dans les liens sociaux. Le plus frappant, c'est le changement de la famille, parce que les familles ont été le dernier refuge de l'ordre hétéronome. Hiérarchie des sexes, quand même, elle pouvait être tempérée par le respect mutuel, mais il y avait le chef de famille et puis les femmes dans un statut subordonné, jusqu'à une date très très récente. Et même quand les textes légaux étaient parfaitement égalitaires, le rapport anthropologique, la culture était inégalitaire. Et ne parlons pas des rapports entre parents et enfants. L'autorité allait de soi entre parents et enfants. Elle ne va plus du tout de soi. C'est d'ailleurs tous les enfants aujourd'hui l'ont très bien repéré parce qu'on leur enseigne leurs droits. Mais un jour, ils posent la question, pourquoi je n'ai pas le droit de ne pas aller à l'école? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir traiter les enfants comme des adultes et les adultes comme des enfants. Oui, évidemment. Parce qu'il y a de l'autre côté ce besoin de protection qui est plus fort que jamais. Parce qu'un individu, dans la rigueur du terme, il est désarmé. Parce qu'il est tout seul face à une puissance qui le dépasse. Et donc la demande de sécurité dans les sociétés démocratiques est énorme. Alors il y a un cas particulier, c'est le sujet du jour d'une certaine manière, qui est le cas des États-Unis, où précisément c'est une société d'individus qui s'est faite très différemment du cadre européen et où le droit de se défendre soi-même en possédant des armes est, dans l'esprit des acteurs, fondamental pour beaucoup d'entre eux. Ce qui est incompréhensible pour les Européens sont des gens désarmés et un Américain, c'est quelqu'un d'armé, si je puis dire, métaphysiquement parlant. C'est deux individualismes très différents. Hein, et ça devient un conflit culturel énorme. C'est quoi pour vous la liberté? La liberté, c'est la possibilité pour chacun de prendre en charge, à sa façon, les questions le mystère de la condition humaine, profondément, et d'en tirer les conclusions qu'il peut dans sa liberté. C'est une demande d'assumer en personne ce qui était remis à la société, c'est-à-dire qui vous assignait un destin et une manière de penser. Quand on est libre, il faut prendre tout ça sur soi. Et chacun de nous le fait à sa façon, à des degrés divers. Il y a des gens qui le font très intensément, il y a des gens qui se laissent porter par le conformisme ambiant, évidemment. Mais néanmoins, c'est ça qui est devenu l'âme de la liberté. C'est pas faire ce qu'on veut, c'est assumer la condition humaine et collective en non personnel. On a l'impression de traverser une véritable crise identitaire, un vide existentiel très mal comblé par le néolibéralisme et le marché. Est-ce que le fait qu'on ait rompu avec notre passé, mais aussi l'angoisse qu'on a de se projeter dans l'avenir, donc le fait qu'on soit bloqué dans une sorte de présent, ça peut expliquer cette espèce de crise identitaire? Ça l'alimente. Je ne suis pas sûr que ça soit la source, mais évidemment que quand vous n'avez que la perspective d'une sorte de répétition sur place dont il est supposé, ça c'est la vision libérale, néolibérale même plus précisément, qui va sortir un mieux collectif qu'on va appeler la croissance, et puis on va s'arranger ça. Si vous n'avez que ça pour horizon, vous avez l'impression d'être en prison. Moi, je suis très frappé par ce monde de gens libres, comme ils n'ont jamais été, est un monde de prisonniers, de gens qui vivent leur liberté comme quelque chose qui les ferme, qui les bloque dans quelque chose qui ne débouche sur rien, qui ne comporte pas de perspective. Donc c'est très dur à vivre, effectivement. Comment vous analysez l'arrivée du néolibéralisme dans nos vies? Il s'est passé deux choses de façon quasi simultanée. On n'a pas vu le lien, d'ailleurs, dans un premier temps. Fondamentalement, le néolibéralisme s'installe en tout cas dans les têtes, parce qu'il y a un néolibéralisme, il y a toujours eu toutes les doctrines ont toujours existé depuis
hein. Des néolibéraux, il y en a dès le 19e siècle, en fait, quand on regarde de près les textes. Mais à un moment donné, ça devient une croyance de masse, ça change tout. C'est le moment des années 70 qui correspond à la mondialisation. C'est alors ce changement très brutal où la primauté de la vie économique devient l'extraversion. Jusqu'à dans les années 70, par exemple pendant les 30 Glorieuses typiquement, on vivait dans des sociétés très tournées vers elles-mêmes à l'intérieur. Alors il y avait une élite évidemment qui était en rapport avec le monde extérieur, la diplomatie bien entendu, ça c'est pas nouveau, mais aussi il y avait un commerce international important, ce qu'on appelait à l'époque les multinationales, un concept qui a disparu d'ailleurs aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il y a des entreprises globales, il n'y a plus d'entreprises multinationales. Mais justement, multinationales voulait dire que chacune d'entre elles, même si elles avaient des représentations à l'extérieur, s'insérait dans des nations. Maintenant, on est passé dans un espace global où l'extraversion économique est la règle. Hein, la règle, c'est l'exportation, parce que les marchés sont de taille mondiale. Et c'est à ce niveau-là que la vie économique se passe. Vous n'allez pas... C'est même quelque chose qu'on voit dans la vie quotidienne, face à des tentatives artisanales ou de petits patrons, de développer une production locale. On leur dit, non mais d'accord, mais vous ne pouvez pas faire ça. Ou ici, à un coût exorbitant, vous allez être en concurrence immédiate avec quelque chose qui vient de pays à bas coût de main-d'œuvre, vous n'allez pas tenir le coup. C'est ça. D'un seul coup, on a changé d'espace de référence. L'espace, c'est plus l'espace national où on vit entre soi d'une certaine manière, même si c'est un entre-soi très large parfois. Et puis en même temps, dans les mêmes années, on voit émerger un nouveau type d'individualisme. Et ce nouvel individualisme aboutit littéralement à une nouvelle axiomatique politique. Il n'y a que des individus. Et il s'agit d'assurer leur liberté, leur égalité dans le cadre collectif. Si tant est qu'il y a encore un cadre collectif, autre que les limites de la planète. Et à partir de là, vous avez une nouvelle vie économique et une nouvelle condition dans les pays occidentaux, mais il y a en même temps via la mondialisation, une accélération de l'occidentalisation du monde. Au plan culturel, et vous mettez ces deux phénomènes, l'individualisation en bas, la mondialisation en haut, et vous avez non pas une doctrine, mais une manière de fonctionner des sociétés qu'on va appeler le néolibéralisme. Néolibéralisme, pourquoi? Pourquoi néo? Après tout, c'est le libéralisme, oui. Néo parce que ce n'est pas les principes qui ont changé. Les principes libéraux, on les connaît depuis le XVIIIe siècle. Mais c'est le cadre dans lequel ils s'appliquent. Là, on n'est plus à l'échelle... Ce qui allait de soi pour un libéral du XIXe siècle, même le plus doctrinaire, le manchestérien féroce, il y en a de caricaturaux qui sont des exemples bien connus des gens qui se sont intéressés à ce sujet, il ne pensait pas que le manchestérien féroce, il pensait anglais. C'était son cadre d'exercice, même s'il faisait du commerce international, c'était son pays. L'économie était à l'intérieur des communautés nationales. Et donc, du coup, on pouvait penser la réguler. C'est le capitalisme régulé des 30 Glorieuses. L'économie administrée à des degrés divers. Ce qui s'est passé avec le néolibéralisme et en fonction de ces nouveaux paramètres, c'est que le processus économique est sorti des espaces nationaux. Et ça change tout. Parce que là, régulation politique, zéro. Au contraire. Il faut être compétitif, on en répète ça toute la journée, il faut s'adapter au marché global pour chaque communauté politique. C'est en ce sens-là que la gauche, au sens classique, a perdu. Parce que l'idée de gauche très simple, c'était l'idée qu'on pouvait maîtriser dans un cadre national et démocratique le processus économique. Alors, il y avait des débats sur la manière de le faire, ça pouvait être les nationalisations, ça pouvait être simplement une administration très rigoureuse d'échanges, des conditions de travail, etc. Aujourd'hui, dans un cadre global,
les règles du marché prennent un sens tout à fait différent. Pour chaque nation, le problème, c'est de se mettre dans le jeu global et de se mettre en concurrence avec d'autres nations en plus. Il y a une concurrence des entreprises et des acteurs économiques, mais il y a une concurrence politique. Il y a ceux qui savent tirer leur épingle du jeu à l'échelle des nations et ceux qui y arrivent très mal, les Français par exemple. On a vu que l'État a été une révolution anthropologique, mais est-ce que d'une certaine manière, le fait que l'État aujourd'hui soit complètement grignoté par le marché, c'est pas aussi une révolution anthropologique? Est-ce que le marché, dans ce cadre, ne peut pas aussi être une forme de, on aime bien dire ça, une forme de religion? C'est trop dire, parce que c'est une religion très triviale. Ça manque un peu de mystère et de, et de sacralité. Le marché, c'est la loi de la trivialité, c'est-à-dire combien ça coûte, c'est trop cher, et j'achète ou je vends pas. Ça manque d'âme, si vous voulez. Le spirituel est un peu absent. Donc je crois que il faut plutôt se dire justement qu'il y avait une magie collective qui était la promesse du futur dans le cadre antérieur. Il n'y a plus de magie et il n'y a plus de promesse. Parce que les règles du jeu sont là, elles sont parfaitement faciles à comprendre pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'elles ne dessinent pas quelque chose d'enchanteur. Il n'y a pas d'enchantement du marché, hein. Si notre identité se construit à partir du sujet autonome, est-ce qu'on n'est pas voué à vivre dans une époque où la subjectivité prime et où le compromis entre les individus devient très difficile parce que faire un compromis, ce serait en quelque sorte commencer à renier son identité? Le grand problème pour nos sociétés, c'est de faire le joint, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, entre le point de vue individuel et le point de vue collectif. Joint qui ne peut être fait que par les individus. Il n'y a personne qui sera en position de représenter le collectif et d'imposer la loi collective. C'est ça le changement politique d'ailleurs que nous vivons. Nous vivions dans l'idée qu'il y avait une instance, malgré tout, une instance supérieure qui commandait à l'échelle collective. Ce qui se faisait là, il faut le faire à l'échelle de chacun des individus. Parce que sinon, effectivement, chacun, c'est ça l'axiome néolibéral, doit poursuivre ses intérêts, et maximiser ses bénéfices et le profit qu'il tire de telle ou telle situation, qu'il s'agisse de son mariage ou qu'il s'agisse de ses rapports professionnels, hein. Donc, c'est la lutte de tous contre tous, d'une certaine manière. Le droit de chacun de viser d'abord son intérêt, et donc de ne pas penser intérêt collectif. C'est le vertige un peu, quand on formule les choses très brutalement d'ailleurs, rien n'est remarquable comme la façon dont les gens reculent devant les conséquences de ce qu'ils croient. Non, j'ai pas dit ça. je ne pense pas comme ça. Mais ils n'ont pas de manière alternative de penser, donc ils pensent comme ça. C'est bien ça notre problème. Mais à l'échelle des individus, effectivement, un compromis, ça veut dire la reconnaissance du fait que nous vivons ensemble. Nous sommes voués à coexister. À partir de là, notre intérêt, bien compris, sauf à imaginer un état de guerre permanent, c'est de trouver un accord. Et l'accord supposant de penser du point de vue de l'ensemble, et non pas simplement de son point de vue. C'est ça le déchirement d'aujourd'hui, qui fait par exemple, cette politique polémique permanente où il est exclu, puisque l'adversaire est une sorte de diable, donc on ne pactise pas avec le diable, même avec une grande cuillère, et où il n'y a plus d'accord possible. Parce qu'il y a une impossibilité de penser la coexistence. C'est devenu une sorte de cécité psychique pour beaucoup de gens. L'idée que, eh bien oui, les Trumpistes et les bidénistes, ils vont vivre ensemble. Et donc comment? Nous n'avons plus même le personnel politique, c'est pour moi saisissant, de gens capables d'incarner le point de vue de l'ensemble. C'est-à-dire, tout le monde a un point de vue, mais ce point de vue doit être compatible avec d'autres. Et
Un vrai homme politique, ou une vraie femme politique, c'est quelqu'un qui peut penser à la fois en défendre son point de vue, son option, et penser que cette option doit être compatible, parce qu'il s'agit de la vie collective. Si vous n'avez plus ça, vous n'avez qu'un marché politique et la loi du plus fort. Pour vous, une des clés d'analyse de la situation actuelle se trouve dans la révolution juridique qui a eu à partir du XVIIIe siècle. Mais est-ce que le droit, les droits de l'homme au premier plan, ne peuvent pas justement nous aider à dépasser notre individualité pour créer un cadre commun? En théorie, ils sont faits pour ça. Et là, oui, en effet, ils devraient. Ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est qu'ils en créent la possibilité. Parce qu'on n'a pas de droits tout seul. On les a parce qu'il y a une collectivité qui reconnaît ces droits. Et donc, implicite dans l'idée des droits personnels, il y a l'idée d'une société faite d'individus qui ont ces droits personnels. C'est contenu dedans. Mais en pratique, la théorie défaille parce que, effectivement, l'interprétation spontanée, c'est l'appropriation de ces droits. C'est mes droits. Ce n'est pas les droits qui me sont reconnus par une collectivité faite de gens comme moi. C'est ça notre dilemme. Donc, ces droits créent une possibilité, mais il faut encore que nous apprenions à nous en servir. Et nous n'y sommes pas. Mais on apprend. C'est un processus d'apprentissage, la démocratie, d'apprentissage de la vie en commun. Ça a été un très grand problème d'apprentissage, par exemple, dans nos sociétés, que au 19e, début du 20e siècle, pas si loin, hein, on a presque tous encore connu des gens de l'ancien monde, d'apprendre qu'il n'y avait que des égaux, et par exemple, à négocier des rapports hiérarchiques entre égaux. Il y a une hiérarchie fonctionnelle. Ben oui, un chef d'entreprise, il commande à des salariés. Ça ne veut pas dire qu'il pense qu'il est supérieur à eux. Mais métaphysiquement, il est un égal. Comment un égal peut-il commander des égaux? C'est une question qui ne va absolument pas de soi. Eh bien, on l'a trouvé. Je pense qu'un officier dans l'armée, aujourd'hui, se pense l'égal de ses soldats, et ses soldats pensent qu'ils sont égaux. Ça ne les empêche pas de lui obéir. Et il a fallu un siècle d'apprentissage pour en arriver là, et combien de conflits. Eh bien, je crois que nous sommes dans ce rapport entre individuel et collectif, entre droit personnel et le droit commun que cela crée, exactement dans un tel processus d'apprentissage. Peut-être que le droit avait plus une vocation à agir collectivement quand on le voulait universel, mais est-ce que le droit universel, ça a du sens dans une société d'individus? Oui, parce que c'est ce qui leur permet en fait d'être des individus. C'est-à-dire, personne n'est individu de son propre chef. Vous pouvez le penser, beaucoup de gens l'ont pensé d'ailleurs à travers l'histoire, mais en pratique, ça a du sens si c'est une règle collective. Chacun a des droits, les mêmes droits. C'est une règle, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur de chacun. C'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on s'approprie. Et précisément, notre problème, c'est que l'appropriation oublie très facilement le caractère collectif de cette attribution. Vous avez analysé les crises de la modernité et parmi elles, l'arrivée des totalitarismes, que vous analysez comme une forme de retour à un ordre ancien, hétéronome. Pourquoi? Pour une raison très simple, qu'est-ce que c'est un régime totalitaire dans la rigueur du terme? Je ne parle pas d'un dictateur à la noix sud-américain, folklorique, non. Un régime totalitaire, c'est un régime idéologique. C'est-à-dire c'est un régime qui se présente sous le signe d'une doctrine qui est destinée à s'imposer partout dans la vie collective. Hein, l'exemple caricatural a été fourni en la matière, évidemment, par le totalitarisme soviétique, hein, où vous aviez, je ne sais pas, une association des colombophiles bolcheviques. Bon, on ne voit pas bien le rapport entre bolchevisme et colombophilie. Eh bien, il y en avait un. Il fallait une adhésion idéologique. C'est la reconstruction d'un cadre religieux de foi commune. Et vous retrouvez dans les totalitarismes un autre trait très frappant de l'ancien ordre, dissimulé, qui est le grand leader. C'est l'incarnation du pouvoir. Qui est à la fois Hitler ou Staline,
c'est à la fois les gens qui commandent en pratique, qui en quelque sorte incorporent le peuple tout entier dans leur personne et qui pensent la vie collective. C'est aucun souverain du passé, si grand qu'il ait pu être, n'a eu ce statut. Mais c'est une réinvention du passé, dans des termes modernes. Et puis, évidemment, qu'est-ce que le totalitarisme? C'est l'embrigadement général dans une communauté fusionnelle, hein, où les masses, ce sont les masses qui font l'histoire. Dieu sait, c'était le premier axiome de l'éducation politique dans ma jeunesse encore. Aujourd'hui, personne ne comprend plus même ce que ça veut dire, hein. Mais les masses, c'est ce corps collectif à l'intérieur duquel vous disparaissez en tant qu'individu. Comme, là aussi, c'est une réinvention de ce qu'était l'ancien primat du collectif dans les sociétés qu'on appelle, bien à tort, traditionnelles. Mais enfin, on voit ce que ça veut dire. Vous réinventez sur un mode radical. C'est une réinvention folle des sociétés religieuses, les totalitarismes, et qui n'a pas tenu dans la durée, parce que même la Chine maoïste a pu ressembler à ça. Ça a toujours été un cas compliqué, parce que la Chine, c'est avant le communisme chinois, c'est un mouvement nationaliste avant toute chose. Donc ça tempérait le totalitarisme, si j'ose dire. Mais on a vu quand même, quand vous voyez ce qu'était la révolution culturelle et le culte de Mao Tse-tung, où ces maximes agricoles étaient l'objet d'exégèse métaphysique infinie. Il faut avoir vu ça de près pour le croire. Et c'était bien, on était dans une intensité totalitaire dont on peut se féliciter qu'elle a disparu. Le désenchantement du monde n'a pas que des inconvénients. Et c'est étrange parce que c'est aussi une époque où, paradoxalement, on avait très peur des masses. On peut penser aux travaux de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, on s'en méfiait. Pourtant... Il y avait deux camps. Ce que niaient les totalitaires, justement, c'est pourquoi ils étaient pour l'élimination du camp d'en face. Ce qu'on retrouve aujourd'hui sur un mode soft, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il n'y a plus de camp de concentration au programme pour les malpensants. Mais ils sont quand même mal vus en tant que malpensants. Mais évidemment qu'on s'en met. Il y avait un camp de terreur. Il y avait une peur des masses, bien sûr, profonde, qui a d'ailleurs encore joué beaucoup dans une période pas si éloignée, au moment précisément de la mondialisation, hein, où une partie du motif des grands acteurs économiques vis-à-vis de la mondialisation, dans la période qui suit les années 60, où il y avait une petite agitation quand même des dites masses, même si elles étaient plutôt juvéniles que prolétariennes, c'était le fait que, grâce à la mondialisation, on allait échapper à ces trublions et à leur pression. C'était très commode. Avec le Parti communiste chinois, il n'y a pas de problème. Ils appréciaient. Est-ce que le néolibéralisme, c'est pas aussi d'une certaine manière une forme de totalitarisme? Non, je ne crois pas que quand on voit, il y a une sorte d'intolérance doctrinale qui fait penser à quelque chose d'autoritaire. Mais quand on voit ce qu'a été les vrais totalitarismes, non, je crois on peut faire toutes sortes de reproches au néolibéralisme, je ne m'en prive pas, mais je crois qu'il ne faut pas le mélanger avec les horreurs du passé, ça n'a rien à voir. On voit qu'on est encore très affecté par cet ordre hétéronome qui a marqué une grande partie de l'histoire de l'humanité. Est-ce que la crise de la modernité actuelle ne va pas nous conduire soit à un retour à la religion, soit à un retour au totalitarisme? Ni l'un ni l'autre, je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour des raisons de fond, c'est-à-dire retour à la religion. Oui, on peut avoir des mouvements intensément religieux, mais ce sont des religions individuelles qui feront collectivité. Hein, comme il y aura des communautés religieuses, ça c'est très possible. Mais ça ne fait pas la prise du pouvoir par les religions, c'est très différent. Elles resteront des religions de l'individu, des religions très intenses à titre individuel. D'ailleurs, on peut résumer cette évolution dans un mot, dans une formule. Hein. La religion, c'était le collectif par excellence, ce qui faisait le collectif. Aujourd'hui, c'est l'individuel par excellence. Et l'individuel par excellence ne fera jamais
une collectivité unanime. Donc, de ce côté-là, rien à craindre. Et quant au totalitarisme, je ne le crois pas, pour une raison fondamentale, qui est que précisément, il n'y a pas de croyance unanime capable de s'imposer à l'échelle collective. Pour de multiples raisons. Mais la principale est que cette capacité d'adhésion à un leader, d'ailleurs, où serait, pour qu'il y ait un totalitarisme, il faut une personnalité incarnatrice. Où sont ces personnalités? On peut se plaindre de l'inconsistance de nos hommes politiques, mais elles nous protègent. Ils n'entraîneront jamais les foules derrière eux, ça c'est garanti. Et la renaissance de ces personnalités incarnatrices me semble extrêmement improbable. Parce que ces personnalités n'existent plus, mais il y a toujours une recherche de l'homme fort. Non. Il y a une recherche de l'efficacité démocratique par rapport à des pouvoirs faibles, par des pouvoirs lâches, par rapport à des pouvoirs inconsistants, oui. Mais est-ce que, puisque voulez-vous, il y a un homme fort qui est dans l'actualité en la personne de Donald Trump, est-ce que Donald Trump est un leader totalitaire? Non, il est Donald Trump, justement. Les gens peuvent l'apprécier ou le détester, mais il ne représente que lui-même. Il ne représente pas la masse américaine qui tout d'un coup se coagulerait autour d'une personnalité qui est à la fois un grand penseur, un grand stratège, un dirigeant éclairé et l'objet de l'amour universel. Non. Non. Justement, ce type de personnalité n'existe plus et, à mon sens, ne peut plus exister. Donc, je crois que nous sommes à l'abri de ces deux périls. Vous dites qu'un retour à la religion est assez peu probable, mais on parle beaucoup en ce moment de l'islamisme radical. Est-ce que pour vous, ça c'est la preuve, le témoignage d'un retour à la religion ou pas du tout? C'est la preuve de la résistance de la religion, oui, dans une ère culturelle où ce que nous avons décrit comme sortie de la religion, désenchantement du monde, n'a pas eu lieu. Il faut que nous pensions aujourd'hui l'hétérogénéité des histoires à l'échelle globale. Nous avons une histoire qui est celle de la sortie de la religion, mais ce n'est pas le lot du globe. Il y a une occidentalisation culturelle du globe, mais elle consiste en quoi? Dans la diffusion des modes de pensée techniques, économiques. Nous achetons leur pétrole aux Saoudiens. La société saoudienne n'est pas une société moderne pour autant, bien qu'ils se soient d'excellents commerçants quand il s'agit de vendre leur pétrole. Mais voilà, nous sommes dans un monde hétérogène. Et c'est le problème d'aujourd'hui, à l'échelle globale, c'est la coexistence de notre sortie occidentale de la religion par rapport à des sociétés qui ne l'ont pas connue. L'islam posant un problème particulier parce que ce sont nos voisins. Ils ont une familiarité tout à fait particulière avec notre culture, tout en étant, si je puis dire, traumatisés par la présence de l'Occident qui représente une menace pour l'identité collective, d'où la résurgence fondamentaliste qu'on observe. Et ça, là, justement, hein, la sortie de la religion, c'est 1 milliard de personnes, en gros, à l'échelle du globe. Mais il y en a 7 milliards autres, auxquels, d'une certaine façon, notre sortie de la religion s'impose par les produits culturels qu'elle a engendrés, la science, la technique, le raisonnement économique, mais qui vivent dans une culture de base totalement différente, où une grande partie, on ne peut pas comprendre beaucoup de sociétés, par exemple, de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, on dit aujourd'hui le Sud, qui n'est pas une notion beaucoup plus éclairante, sans comprendre ce que c'est que le phénomène de la hiérarchie. Parce que, oui, ce sont des sociétés hiérarchiques, comme nos sociétés nobiliaires du XVIIe ou du XVIIIe siècle pouvaient encore l'être, où le lien de patronage entre le grand et les petits qui dépendent de lui reste omniprésent. Et on le comprend, les Occidentaux ont beaucoup de peine à le comprendre. Et pourtant, il faut l'apprendre. Nous avons aussi à apprendre le reste du monde en fonction du passé avec lequel nous avons rompu. Et ce n'est pas une petite affaire, parce que ça dessine un avenir conflictuel, là, en revanche.
Est-ce que ces sociétés qui ne sont pas encore sorties de la religion sont aussi dans une dynamique anthropologique qui va aboutir pour eux à une sortie de la religion comme nous, ou est-ce que ça restera toujours comme ça? Je dirais qu'ils sont embarqués dans une telle sortie avec des conditions très conflictuelles, parce que cette sortie de la religion leur arrive du dehors. Nous, ça a pris quelques siècles, et c'est passé par beaucoup de conflits, mais nous l'avons fait du dedans, sur la base de nos propres moyens. Eux reçoivent les produits de cette sortie de la religion de l'extérieur, ils sont obligés de les adopter. Il n'y a aucune société, après tout ça aurait pu se passer, que des gens nous disent « vous c'est vous, nous c'est nous, on ne veut rien connaître de vos manières de penser et de faire, débrouillez-vous sans nous ». Non, c'est une proposition qu'on ne peut pas refuser, la modernité occidentale. Mais elles sont obligées de l'attraper de l'extérieur, alors que ça entre en collision avec des identités culturelles et civilisationnelles très profondes. Donc ce sera un autre processus de sortie de la religion, très difficile, beaucoup plus difficile que le nôtre. Il y a des sociétés qui semblent réussir à le faire jusqu'à présent. Exemple, le Japon, cas extraordinaire, d'une société ultramoderne, économiquement, scientifiquement, et en même temps extrêmement traditionnelle. Et où apparemment la religiosité bouddhiste ou shintoïste reste très vivante. Alors, il y a un miracle japonais, parce que pour eux, ça n'a pas l'air dramatique. Mais pour beaucoup de sociétés, et on le voit en particulier avec les sociétés musulmanes, c'est un processus dramatique. Quel type de croyance ou de récit pourrait venir combler le vide qui a été laissé par le recul de la religion chez nous? Je dirais le récit de ce que nous sommes, la compréhension de ce que nous sommes, vis-à-vis de laquelle nous ne sommes pas très avancés, j'ai l'impression. Je crois que tout simplement, c'est d'avoir... Nous-mêmes, nous avons un problème d'identité. Un problème d'identité, nos sociétés l'ont sous une forme particulière, qui est le décalage entre la manière dont les gens pensent, qui est héritée du passé, et ce qu'ils sont réellement, qui ne colle pas avec. Donc, il y a une incertitude, simplement c'est une incertitude identitaire, qui n'autorise pas ce qui se passe, par exemple avec l'islam fondamentaliste, qui est une réaffirmation identitaire. Nous n'avons pas d'identité à réaffirmer. Donc, mais nous le vivons comme un vide. C'est-à-dire, nous sommes face à des gens qui veulent savoir ce qu'ils sont et l'imposer. Et nous ne savons pas ce qui nous sommes, donc la partie est très inégale. Est-ce que vous pensez que l'histoire a un sens? Non, elle n'a pas de sens, au sens où elle aurait une direction qui nous mènerait vers un but bien déterminé. Je pense qu'il y a un processus qui est l'explication de l'humanité avec ce qu'il a fait humanité, c'est-à-dire l'existence en société. Et l'existence en société dans des conditions qui ne sont pas celles des sociétés animales, c'est-à-dire l'obéissance qui ne se discute pas, la répétition indéfinie. Nous réfléchissons à ce que nous faisons, c'est un malheur bien connu. Et nous essayons de nous arranger de ce qui nous permet de vivre. Bon, voilà, il y a eu un parcours qui est à beaucoup d'égards, je pense, contingent. Il aurait pu ne pas avoir lieu, il aurait pu se passer autrement, et nous ne nous poserions pas les questions que nous nous posons, mais il n'y avait rien qui prédéterminait cette direction-là. Alors même si l'histoire n'est pas prédéterminée, on comprend bien que vous avez tout de même une lecture dialectique, une dialectique entre donc, religion et politique. Est-ce que cette dialectique, elle est compatible avec, par exemple, une vision marxiste d'opposition entre classe bourgeoise et classe populaire? Je ne crois pas, justement. Je pense qu'il y a d'ailleurs, si je puis dire, c'est en partie un itinéraire générationnel auquel j'ai donné ma version propre, mais d'autres se sont posé la même question. J'appartiens à cette génération 68
hein, comme on dit, enfin, commodément, pour qui la tâche historique a été de trouver précisément une alternative au marxisme dans lequel elle a grandi, et pas qui ne colle plus du tout avec les données que nous voyons. D'ailleurs, il y a toujours des marxistes au sens politique du mot, mais il n'y a plus de doctrine marxiste véritable, parce que le marxisme ne permet pas d'interpréter les conditions dans lesquelles fonctionne le monde aujourd'hui, à commencer par le capitalisme. L'idée de base du marxisme, c'est qu'il y avait une contradiction entre les rapports de production, hein, la propriété privée pour aller vite, et le développement des forces productives. Bon, ça pouvait avoir l'air plausible il y a 50 ans, mais aujourd'hui, on voit que le capitalisme se porte très 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 bien et que les rapports de production n'ont pas vraiment l'air de gêner son développement un peu problématique d'ailleurs. Hein, parce que c'est finalement, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de révolution à la clé, il y a un problème écologique. C'est ça qui a remplacé la révolution. Et, théoriquement, il y avait une explosion fatale à un moment, étant donné cette contradiction. Eh bien non, la contradiction, elle est ailleurs, c'est que le développement du capitalisme risque de mettre la planète en l'air. Et là, il faut faire quelque chose. Bon, on a déplacé la contradiction. Elle existe, mais pas du tout où on croyait, parce que le capitalisme, précisément, il s'arrange de tout, d'une certaine manière, y compris de ses ennemis, qu'il a des moyens de séduire. Et donc, exemple, le Parti communiste chinois qui n'a dû son salut qu'au capitalisme, hein, parce que s'il n'y avait pas eu le capitalisme, ça serait très mal passé, à mon avis, à la sortie de la révolution culturelle pour les communistes. Mais le capitalisme a sauvé le communisme. C'est un cas extraordinaire. Bon, eh ben, je crois que ce que j'ai essayé de faire, c'est de proposer une lecture alternative par rapport au marxisme de ce qui a fait ce développement moderne dont le capitalisme est une composante. Alors, on arrive à la fin de cet entretien, je vous remercie. Je vais vous poser notre petite question rituelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Un livre qui donne une idée très profonde et très sensible de ce qu'a été le passé humain. La chronique des Indiens Guayakis de Pierre Clastres, un livre d'anthropologie qui décrit une société d'avant, une de ces sociétés mystérieuses pour nous, qui est le passé profond de l'humanité, ces dizaines de milliers de millénaires dont nous sommes sortis récemment, en fait, et dont quand nous en avons l'idée, notre vision de ce que nous sommes change profondément.